c'est que beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour améliorer les droits des femmes en matière d'égalité professionnelle, de lutte contre les violences, de droit à disposer de leur corps, et qu'il reste des combats à mener. Il reste des combats à mener au niveau international. On se bat pour la protection de l'interruption volontaire de grossesse dans le droit européen, comme on l'a fait dans la Constitution française. On se bat évidemment pour les droits des femmes afghanes et iraniennes qui sont victimes de l'oppression aujourd'hui. Puis il reste des choses à faire en France. On défend un certain nombre de chantiers, notamment un congé de naissance mieux équilibré entre les membres du couple. On défend une nouvelle définition du viol qui intègre le non-respect du consentement. Et ça nécessite de l'engagement politique. Et le message que je veux passer, c'est que Renaissance est plus que jamais un parti féministe qui se bat pour les droits des femmes. On en a peu parlé aujourd'hui, mais il y a une inquiétude qui monte dans la population française. Je passe à un autre sujet. La question ukrainienne, la situation internationale. Est-ce que vous avez l'impression que les Français sont inquiets ? Évidemment que les Français sont inquiets. Quand vous regardez aujourd'hui l'actualité, quand vous regardez les déclarations qui sont celles de Donald Trump, quand vous regardez la Russie qui intensifie ses bombardements contre les Ukrainiens, tout ça à un peu plus de 3 heures d'avion de Paris. Évidemment que je comprends l'inquiétude des Français. Moi, le message que je veux leur passer, c'est qu'on a les moyens en France et en Europe de se défendre, de se protéger, de se faire respecter. Que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un véritable électrochoc au niveau européen pour nous donner les moyens de notre puissance, pour construire notre indépendance stratégique, et que c'est ça la ligne la plus à même de protéger nos concitoyens. Les États-Unis sont encore des alliés. Oui, moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont des propos d'estrade. On est membre de l'OTAN avec les États-Unis, on a une histoire. Il faut toujours chercher à les convaincre de continuer à s'engager face à nos ennemis communs. Maintenant, on le voit bien, il y a les déclarations de Donald Trump qui doivent nous conduire à changer d'état d'esprit nous-mêmes dans cette relation. Un allié, c'est pas quelqu'un qui vous tient en laisse, c'est pas quelqu'un qui vous impose des choix avec lesquels vous n'êtes pas en accord et qui cherche à vous contraindre pour des raisons économiques. Et donc nous aussi, on doit évoluer dans cette relation. Donald Trump, on a l'impression qu'il est en train d'évoluer un petit peu. Hier, il a évoqué la possibilité de sanctions envers la Russie si elle continue à pilonner des sanctions bancaires, des sanctions en termes de droits de douane. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce que vous pensez que ça peut aller plus loin ? Car moi, je maintiens qu'on doit absolument continuer à chercher à convaincre les Américains, évidemment, et aussi à convaincre les Européens d'avancer désormais beaucoup plus unis sur ces questions-là. Moi, j'aimerais que dans quelques mois, quelques années, on n'ait plus à se poser cette question-là du soutien américain, du soutien d'autres alliés, précisément parce que l'Europe sera suffisamment puissante et suffisamment unie pour qu'on puisse peser et être autour des tables des négociations. C'est quoi les prochaines étapes pour Paris, pour continuer à peser ? Écoutez, il y a des discussions qui vont se poursuivre. Il y a eu un Conseil européen très important qui s'est tenu. Il y a un plan qui a été adopté, présenté par la présidente de la Commission européenne avec des investissements massifs pour la défense européenne. Et évidemment, c'est une action qui va se poursuivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Moi, je défends la saisie des avoirs russes parce que je considère qu'avant de faire payer les Français et de faire payer les Européens, on peut faire payer le Kremlin dans le soutien à l'Ukraine. J'ai évolué dans ma position puisque j'ai défendu la ligne qui est aujourd'hui celle du gouvernement lorsque j'étais notamment Premier ministre. Aujourd'hui, la donne, elle a changé. Elle a changé parce que les Américains ont annoncé un gel de leur soutien à l'Ukraine. Elle a changé parce que manifestement, la Russie a décidé d'intensifier ses bombardements. Elle a changé parce qu'on voit qu'on a besoin aujourd'hui de soutien financier supplémentaire pour l'Ukraine. On a un peu plus de 200 milliards d'euros d'avoirs russes qu'on peut saisir aujourd'hui. En termes juridiques, ça a l'air assez compliqué. Vous savez, vous avez beaucoup de juristes qui se sont exprimés pour dire que c'était possible. Aujourd'hui, on saisit déjà les intérêts des avoirs. Donc on peut, dans le même mécanisme, saisir les avoirs en garantie d'un soutien financier qui serait apporté à l'Ukraine. J'ai entendu Kaja Kallas, qui est la haute représentante de la Commission européenne pour les affaires étrangères, qui s'est prononcée en faveur de cette saisie. J'ai entendu des grands juristes qui se sont prononcés également en faveur de cette saisie des avoirs, et donc c'est possible. Sur les positions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, est-ce qu'elles sont plutôt conciliantes envers Donald Trump et Vladimir Poutine ? De ce point de vue-là, il n'y a malheureusement pas de surprise. On a vu ces dernières années qu'il y avait un soutien plus ou moins assumé, plus ou moins affirmé du Rassemblement national à Vladimir Poutine et au Kremlin. Il faut se souvenir quand même, il y a 3 ans, quelques jours avant l'intervention russe, Mme Le Pen nous expliquait qu'il n'y aurait pas d'intervention de la Russie en Ukraine.
Et puis l'intervention avait démarré, qu'elle défendait encore dans son programme une alliance militaire avec la Russie. Ensuite, ils nous ont expliqué que les Ukrainiens ne tiendraient pas 3 semaines. Ça fait 3 ans qu'ils tiennent. Après, à chaque fois qu'on a mis en place des sanctions supplémentaires contre les oligarques, contre le Kremlin, le Rassemblement national s'y est opposé, que ce soit en France ou en Europe. Il y a 1 an tout juste, quand j'étais Premier ministre, j'ai défendu l'accord bilatéral de soutien à l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, mais d'ailleurs comme la France insoumise, ont refusé de le voter. Donc on voit qu'il y a des intérêts entre le Rassemblement national, Madame Le Pen, et Vladimir Poutine et la Russie. Nous, on a été au contraire constant dans le soutien à l'Ukraine, constant dans la politique de sanctions à l'égard de Vladimir Poutine et de la Russie. Moi, je crois que les Français ils reconnaissent cette constance au service de nos valeurs. Est-ce que vous avez l'impression que l'exécutif français sait justement passer les messages? Il y a eu beaucoup de communication ces derniers jours du président de la République, du Premier ministre, à destination des Français. Est-ce que c'est de nature à les rassurer ou au contraire à les inquiéter quand on parle de guerre à nos portes? Moi d'abord, je pense que rassurer, c'est d'abord être transparent et parler de manière claire et lucide. C'est très important d'expliquer aux Français ce qui se joue et c'est ce qu'a fait le président de la République dans son intervention. Je pense qu'il a été à la hauteur de la gravité du moment, sans être alarmiste non plus, puisque le message que j'ai retenu de son intervention, c'est qu'on a les moyens de notre puissance, à condition de nous organiser et d'affirmer et d'assumer notre puissance. Donc je pense que c'est important qu'il y ait beaucoup de transparence, beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie. C'est ce qu'a fait le président et je crois que c'est ce que cherche à faire le gouvernement. Merci beaucoup. Merci.